S'il existait un Nobel de la modestie, Joël de Renet serait bien placé pour l'obtenir, puisqu'il a intitulé son dernier livre « Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature », alors qu'il appartient à la catégorie des chercheurs qui trouvent. Ah ben écoutez, depuis mon enfance, je cherche à comprendre les codes cachés de la nature. En fait, je cherche à comprendre comment des codes très simples, mathématiques, chimiques, biologiques, arrivent à créer dans la nature une telle beauté, une telle harmonie. J'en suis stupéfait depuis longtemps et j'ai voulu montrer cet émerveillement dans le début de mon livre. La science chez vous va de pair avec l'émerveillement. Est-ce que dans cette admiration, vous englobez l'espèce humaine ? Alors je manifeste mon admiration et en même temps mon inquiétude. C'est-à-dire qu'il y a trois personnes en moi. Il y a le scientifique dont on vient de parler, il y a le prospectiviste qui essaye de voir l'avenir, et il y a aussi l'humaniste qui essaye de trouver des solutions. Donc cet émerveillement devant la beauté de la nature, qui est toute la première partie de mon livre, se double d'une crainte et d'une inquiétude dans la manière dont l'homme modifie les codes naturels, s'empare des codes informatiques, s'empare des codes génétiques et risque de modifier l'évolution de l'espèce, l'évolution de l'humanité avec l'intelligence artificielle ou les robots. Vous évoquez d'ailleurs cette page nouvelle de l'histoire du monde, mais au départ, est-ce que ce ne sont pas des notions beaucoup plus anciennes et qui précisément remontent à des découvertes qui se situaient dans l'Antiquité? Absolument, je parle de Pythagore et de comment il a montré comment des nombres, des chiffres, des codes mathématiques, comment en pinçant quelques cordes, on crée une harmonie de sons qui crée de l'émotion. Ce qui me fascine dans cette question des codes, c'est comment des codes mathématiques ou chimiques peuvent arriver à créer une telle émotion chez nous. Et puis toujours la même question que je vous pose depuis des décennies. Qui est responsable de cette création géniale? Alors justement, moi je ne cherche pas de responsable. Je pense que je suis pas croyant, j'ai pas la foi, mais je pense qu'il y a une sorte de force organisationnelle dans la nature, une grande puissance organisationnelle que beaucoup de scientifiques ont décrit avant moi. Je parlais de Pythagore, mais aussi Darwin, Teilhard de Chardin l'a fait. Bien sûr, lui, c'est un jésuite, un religieux. Mais quand on pense à Hubert Reeves ou Yves Coppens, ce sont des personnes avec qui j'ai écrit des livres qui ont l'impression qu'il y a une grande force organisatrice dans la nature. Je suis tout à fait d'accord que certains l'appellent Dieu. Nous, scientifiques, ce n'est pas notre cas. Einstein pensait-il vraiment à une religion qu'il qualifiait de cosmique et sans aucun Dieu? Alors moi je suis d'accord avec cette phase qui est aussi l'approche de Spinoza. Il dit la religion de l'avenir serait une religion cosmique, elle transcendra l'idée d'un Dieu incarné, évitera les dogmes et la théologie, couvrant à la fois le domaine naturel et spirituel, et ça c'est la phrase qui m'a le plus touché, elle se basera sur un sentiment religieux né de l'expérience d'une unité significative en toutes choses, naturelle et spirituelle. Mon livre est sur cette unité de la nature et cette harmonie de la nature. L'intérêt de ce livre est que vous avez fait des observations que d'autres n'avaient pas faites avant vous. Mais enfin, vous n'êtes pas le premier à regarder la mer, notamment quand vous faites du surf. Et à penser à l'écosystème marin dans lequel je me trouve et à le protéger. Simplement, ces observations, vous les avez rapprochées les unes des autres et selon une logique qui vous est propre. Par exemple, quel rapport entre la dune et la vague et le pelage des animaux? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la vague a une forme, le creux de la vague, le fameux tube des surfeurs, suit ce qu'on appelle la spirale de Fibonacci. Fibonacci est un mathématicien du XIIe siècle qui a montré, selon la série de Fibonacci, qu'on retrouvait des similitudes incroyables dans les plantes, dans les fleurs, dans les pommes de pin, dans les tournesols, et même, comme je le dis dans le livre, il y a même des illustrations qui le montrent, dans le fameux tube de la vague des surfeurs, qui n'est pas du tout cylindrique, mais qui correspond à une spirale de Fibonacci. Et ce qui me fascine, c'est des similitudes que j'appelle les trucs et les astuces de la nature. On retrouve des similitudes dans la théorie du chaos, dans les fractales. Je parle un peu scientifiquement là maintenant, mais ceux qui connaissent ces mots me comprendront. Et je pense que c'est ça qui est absolument fascinant, c'est que la nature utilise les mêmes trucs. Philippe, dans un instant, la suite de votre dialogue avec votre invité Joël de Renet pour son livre « Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature » paru chez Les Liens qui Libèrent Éditions. Philippe, on vous retrouve dans Allo Bouvard avec votre invité Joël de Renet pour son livre « Je cherche à comprendre les codes cachés de la nature » paru chez Les Liens qui Libèrent Éditions. Vous vous êtes également penché sur les fleurs.
et vous avez découvert que certaines, parmi les plus humbles, par exemple les marguerites, pouvaient avoir un nombre de pétales égal à d'autres fleurs beaucoup plus sophistiquées. Oui, absolument. Ce sont des nombres qui correspondent à la fameuse série de Fibonacci. Je rappelle, on additionne le nombre d'avant. 1, 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 3, ça fait 8. 13, 21. On continue. Et quand on divise le plus grand nombre par le plus petit, on a le fameux nombre d'or que beaucoup d'architectes et beaucoup d'artistes ont utilisé pour retrouver l'harmonie de la nature dans leurs œuvres. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que ces nombres de Fibonacci se retrouvent partout, dans les coquillages, dans un certain nombre de structures. Des structures qui vont jusqu'aux galaxies, hein? Absolument, les structures spirales des galaxies se retrouvent dans des microbes, que je décris là aussi dans le livre. Et tout ceci montre, alors à un moment donné, si vous voulez, quand on dit, mais alors, par exemple, ça a été programmé pour que la vie puisse éclore. Je donne un exemple très simple, que j'appelle le monde des pâquerettes, justement. Comment ça se fait que la température de notre planète se maintient à 11,5 degrés en moyenne, même s'il fait moins 50 au pôle et plus 50 à l'équateur. Alors c'est sûr qu'on est en train de la changer un peu avec le réchauffement climatique, mais comment ça se fait? Eh bien c'est un système très simple, c'est que la vie établit les conditions de son propre maintien. Par exemple, si je peux vous décrire en 3 minutes le monde des pâquerettes ou en 2, le monde des pâquerettes, imaginez une planète dans laquelle il y a des pâquerettes blanches qui réfléchissent la chaleur et donc refroidissent la planète où ils sont, et des pâquerettes noires qui absorbent l'énergie et réchauffent la planète. Pendant un certain temps, les noires, il va faire tellement froid qu'elles vont mourir. Mais les blanches, il va faire tellement froid qu'elles vont mourir. Mais les noires reprennent le dessus, réchauffent la planète, mais trop chaud, elles vont mourir aussi. Donc, au bout d'un certain temps, il y a une sorte d'échiquier de blanche et de noir qui fait que la température se maintient à 11,5 degrés. Ce n'est pas le bon Dieu qui a maintenu la température idéale pour la vie, c'est la vie elle-même en se développant. Et puis, il y a la théorie du chaos. Et c'est peut-être ce qui m'a semblé le plus extraordinaire dans ce livre, c'est qu'un événement minime puisse déclencher ensuite un autre événement qui, lui, prendra place dans l'histoire de l'univers. Voilà, absolument. La théorie du chaos n'a pas un très bon nom. On devrait plutôt appeler ça le chaos déterministe, c'est-à-dire qu'en fait, des structures improbables conduisent progressivement à faire émerger des structures extrêmement organisées qui ressemblent à des structures vivantes. Et donc, cette théorie du chaos, par des mouvements aléatoires et au hasard, progressivement va vers ce qu'on appelle des attracteurs étranges, c'est-à-dire que ça conduit à une organisation que l'on peut voir avec nos yeux. Et vous donnez un exemple, le battement d'ailes du papillon qui finit par déclencher un ouragan. Alors ça, c'est une expression très connue de Lorentz, un des pères de la théorie du chaos, où on y dit justement qu'un battement de l'aile d'un papillon à la Martinique peut déclencher une tornade au Japon. Et puis la partie futuriste, intitulée Au boulot les robots. On voit bien ce que ça veut dire, hein? Au boulot les robots, la vie aux humains, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus humain en nous, l'émotion, la sensibilité, l'amour, la générosité éventuellement, la solidarité, le respect des autres, peut émerger de notre cerveau grâce au fait qu'en utilisant l'intelligence artificielle et les robots, nous pouvons changer d'état. C'est ce que j'appelle l'hyperhumanisme. L'intelligence artificielle. Vous n'hésitez pas à écrire qu'un jour prochain, on pourra la télécharger sur un cerveau humain. Ce jour-là, craignez la concurrence. Moi, je pense que, pas télécharger, mais en symbiose avec un cerveau humain et avec des robots, on pourra créer ce que j'appelle l'intelligence augmentée, qui est l'avenir de l'humanité, me semble-t-il, si on y arrive. Mais je ne dis pas qu'on est sûr d'y arriver. Et j'ai cette petite phrase qui a été retweetée des quantités de fois, que vous avez sûrement vue dans le livre, c'est que j'ai moins peur de l'intelligence artificielle que de la stupidité naturelle. Il fallait y penser, mais je crois qu'avant vous, personne ne l'avait tenté. Oui, cette comparaison entre la durée de vie de la souris et de la baleine, en même temps que le nombre de battements de cœur qu'elles ont émis pendant cette vie. Absolument. Ce sont des hypothèses qui ont été lancées par Geoffrey West aux États-Unis, à l'université de San Francisco. Et il a montré que des êtres vivants très différents, une abeille, une souris, un chien, un éléphant, une baleine, pouvaient se mettre sur une droite,
malgré leurs différences, parce qu'ils ont en commun toute une série de similitudes, des unités que l'on retrouve grâce à un traitement mathématique. Et donc, par exemple, l'exemple que je donne, c'est le nombre de battements de cœur d'une souris et le nombre de battements de cœur d'une baleine. Même si la durée de vie est complètement différente, le cœur de la souris bat beaucoup plus vite, celui de la baleine beaucoup plus lentement, mais il meurt avec 1 million de battements. Comment le chercheur en électronique que vous êtes aussi peut-il affirmer qu'il y a plus de puissance de calcul dans un smartphone que dans tous les ordinateurs qui ont précédé l'envoi des Apollo? Absolument. On oublie complètement qu'on a dans nos poches des PC, on appelait ça, vous vous souvenez jadis, les PC, les personal computers, beaucoup plus puissants que les ordinateurs qui ont envoyé des hommes dans la Lune. Ils sont dans notre poche, ils nous permettent de communiquer, d'aller chercher des mots sur Google, d'envoyer des photos. Donc ce sont des outils incroyables qui nous transforment en hommes et femmes augmentés. Pourquoi dire qu'en reculant la mort ou en différant certaines échéances de la vie, on ne relève pas précisément de la démocratie? Je pense justement que ce qu'on appelle le transhumanisme, qui conduit à penser l'idéologie transhumaniste que l'on peut devenir immortel, est en fait assez élitiste et assez inégaliste. Je pense qu'au contraire, l'important, c'est pas l'individu isolé, mais c'est les individus connectés entre eux dans ce que j'appelle cette intelligence augmentée, connectée. Alors, les surhumains, c'est pour quand? On y est déjà, j'ai dit, nous sommes déjà des hommes et des femmes augmentés. Je ne crois pas du tout au cyborg ou à l'homme artificiel créé de toutes pièces. Je pense que nous, les hommes tels que nous sommes, les hommes et les femmes, nous sommes déjà en train de changer. Nous sommes des mutants et nos enfants encore plus. La génération dite du millénium, ceux qui avaient entre 5 et 10 ans au tournant de l'an 2000, sont des extraterrestres. Ils vivent avec nous, mais avec une culture numérique complètement différente et avec des outils qu'ils savent utiliser beaucoup mieux que nous. Voilà, c'est un livre qui donne le vertige, mais pas le vertige qui brouille la vue, non, le vertige qui permet de voir plus loin. Merci Joël de René. Merci à vous.